Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo qui était probablement un petit peu prévisible au niveau du sujet au vu de la date puisque nous sommes le 27 octobre. En tout cas, vous êtes le 27 octobre, ce qui n'est pas mon cas parce que je tourne en avance, mais on va faire comme si. En tout cas, nous approchons d'une fête que vous connaissez bien qui est Halloween/Samhain et on va parler de ça aujourd'hui. Alors Samhain, on en a déjà, largement parlé. J'avais fait une première vidéo qui date un petit peu, je vous la mets dans le petit i, mais qui est quand même toujours plus ou moins d'actualité sur le sabbat dans sa dimension néo-païenne et sur ce qu'on peut faire à cette occasion. Et l'année dernière, au moment de la refonte des vidéos concernant les sabbats, j'avais fait une vidéo un petit peu plus historique pour revenir un petit peu sur les bases et sur les connaissances historiques, scientifiques que l'on en a. Et je vous la mets aussi ici si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, on va parler plutôt de ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, la question du Halloween/Samhain. Parce que bien, même si on a tendance à faire un peu l'amalgame des deux, si on se penche un peu sur la question, c'est quand même assez différent. Et je me rends compte au fil des années, et c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même à un moment de ma vie, qu'il y a parfois une team Halloween d'un côté et une team Samhain de l'autre, que les deux ne s'entendent pas forcément et qu'on se sent parfois obligé de choisir et on va essayer de comprendre pourquoi et de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à tout ça. Alors cette réflexion, elle date pas d'hier, c'est quelque chose sur lequel j'ai eu le loisir de réfléchir pas mal de fois puisque j'ai eu des contacts, des liens sociaux qui étaient britanniques et qui étaient anglo-saxons, on va dire. Je peux pas dire britannique, il y avait des Irlandais dans le lot, je pense que si je dis britannique, ils sont capables de me retrouver et de me faire assassiner. Bref, vous avez compris. Mais en tout cas, j'ai eu des personnes donc qui avaient dans mon entourage qui avait une façon de fêter Halloween très différente de la mienne et on avait eu une discussion. J'ai de temps en temps des questions de gens qui me demandent pourquoi est-ce qu'on fête Halloween alors que c'est de l'appropriation culturelle puisque ce sont des fêtes anglo-saxonnes. Si vous avez regardé la vidéo sur Samhain, vous savez que c'est pas tout à fait exact, mais quand même, en tout cas la version d'Halloween qu'on a, et effectivement, elle est plutôt anglo-saxonne. Ça, si vous suivez Une année en magie, vous devez le savoir puisque c'était le sujet du numéro d'octobre de l'année dernière, si je ne m'abuse, enfin un des sujets du numéro d'octobre, où on était revenu justement aux origines de la fête d'Halloween. On va donc pas y revenir dans cette vidéo puisque c'est un sujet que j'ai déjà traité dans Une année en magie. Donc j'ai pas très envie de spolier un petit peu ce travail qui a été fait. Si jamais ce numéro vous intéresse, je vous le mets dans la barre d'infos. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas si vous voulez encore plus de contenu et si vous voulez vraiment un contenu qui va un petit peu plus au fond des choses, un petit peu plus loin et de manière plus détaillée que ce qu'on peut faire sur YouTube, n'hésitez pas à me rejoindre sur Une année en magie dans Patreon. Le lien du programme est dans la barre d'infos juste en dessous. On en reparle en fin de vidéo, je vous explique un petit peu en quoi ça consiste. Bref, revenons à nos moutons anglo-saxons, français, citrouillesques, bref, vous avez compris. Généralement, on part du principe, quand je dis on, je parle de la pensée populaire, qu'Halloween c'est plutôt la fête commerciale un peu grotesque et anglo-saxonne, et que Samhain c'est la véritable fête qui est, elle, profondément religieuse et spirituelle, et qui n'est pas du tout commerciale, mais qui est sincère. Du coup, on a tendance à trouver que les personnes qui fêtent Halloween sont plutôt des profanes, et les personnes qui fêtent Samhain sont plutôt des païens pratiquants, néo-païens j'entends. Et on peut avoir une petite opposition entre les deux, et on peut avoir des petites prises de bec à ce sujet. J'en ai été témoin il y a pas longtemps, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui. Je me dis que ça pourrait peut-être aider un petit peu à dénouer tout ça. J'ai été soumise moi aussi à ce problème, puisque en discutant justement avec une personne de mon entourage qui est toujours écossais, je m'étais aperçue que sa façon de voir Halloween en France, elle était plutôt négative. Il vivait en France depuis quelques années. Et il était plutôt réticent à la manière dont la fête avait été récupérée, déformée, puisqu'au final on se retrouve avec un espèce de téléphone arabe, avec une fête qui est effectivement originaire des peuples celtiques continentaux, qui s'est ensuite dégradée au fur et à mesure du temps pour survivre sous une forme un petit peu différente dans les îles britanniques et l'archipel irlandais. Ensuite, elle a été dénaturée pour être exportée
en Amérique du Nord avec les flux de migration coloniale au cours en particulier des 18e et 19e siècles, et elle est ensuite revenue sur le vieux continent sous une forme encore différente. Donc on a vraiment cet effet de déformation qui a été fait par déplacements successifs et puis par évolution des peuples, évidemment, puisque nous ne sommes plus les Celtes de l'âge du fer. Non, on n'est plus les Celtes de l'âge du fer, calmez-vous. Donc, évidemment, aujourd'hui, on peut avoir cette idée que la façon dont on fête Halloween, elle est complètement dénuée de sens, et elle est même un petit peu ridicule avec plein de R pour marquer l'emphase, n'est-ce pas? Elle est un peu ridicule par rapport à la tentative de reconstruction, ou en tout cas d'inspiration beaucoup plus authentique qu'on peut avoir en fêtant la fête de Samhain. Et moi, je l'ai mal vécu. Pour vous dire les choses clairement, je l'ai mal vécu, parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où justement suite à la conversation avec mon ami écossais, où je m'étais sentie ridicule dans ma pratique parce que moi j'adore Halloween. J'adore le côté cheesy, le côté de mauvais goût d'Halloween, le côté volontiers commercial, moi je l'avoue, je le dis sans aucun problème. D'ailleurs ça se voit avec mon pull, hein, n'est-ce pas? J'en fous partout, je mets des citrouilles, je fais des décorations, ça ressemble à rien, enfin voilà, j'adore ça, je collectionne les photophores citrouilles, je creuse mes jacks tous les ans. Et c'est quelque chose qui a de la place chez moi. Et suite à cette conversation, je m'étais dit non, je vais être un peu plus authentique et je vais essayer d'avoir une pratique plus païenne, parce que c'est vrai que c'est un peu ridicule, tout ce que je fais c'est de l'appropriation culturelle, c'est du commercial, etc. Et je me suis sentie lésée dans cette pratique à ce moment-là, ça m'a manqué. On va être honnête. Et mine de rien, avoir honte de sa pratique, même un tout petit peu, même pour des raisons aussi pécassounes que ça, c'est pas quelque chose de confortable. Et c'est même, on peut dire, quelque chose d'inacceptable au final. Parce que rien, ni personne, que ce soit volontaire ou pas, ne devrait pouvoir nous faire ressentir ça. Alors évidemment, j'en veux pas à mon écossais de m'avoir ouvert cette réflexion, parce que ça m'a permis finalement de poser les choses, de repenser certaines choses et de comprendre aussi un petit peu pourquoi j'aimais Halloween, pourquoi j'avais besoin de le faire coexister avec Samhain. Mais et puis c'était pas son but de me dégoûter d'Halloween, son but c'était juste de me donner son avis. Mais aujourd'hui, je vois pas mal de gens qui font ce genre de choses, qui dénigrent les païens et les néo-païens actuels qui fêtent Halloween et qui affirment que non, c'est vraiment pas bien, distribuer des bonbons, c'est n'importe quoi, c'est complètement stupide, etc. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sentent un petit peu mal d'aimer Halloween, alors que parce qu'ils ont l'impression en fait que ça dénigre un petit peu le bien fondé et la sincérité de leur pratique. Donc on va essayer de réfléchir un petit peu à ça. Mais à la limite, la cible qu'on devrait viser là-dedans, c'est plutôt la société dans laquelle on évolue, bien sûr, et le système de valeurs qui est assez figé et qui nous oblige en fait à nous cataloguer, à nous ranger dans des petites cases et à choisir un camp. Parce que quand on réfléchit, en fait, ça n'a pas beaucoup de sens. Transposons ça. Prenons une autre fête, pour voir un petit peu à quel point, finalement, ça peut être vu comme ridicule, ce genre de questionnement. Prenez Noël. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de païens et de néo-païens qui se posent ce genre de questions au moment de Noël, ou qui vont aller dire à d'autres païens qu'ils sont ridicules de décorer leur maison pour Noël et d'offrir des cadeaux à leurs proches, ou de faire croire à leurs enfants que le Père Noël existe. La version en fait judéo-chrétienne du solstice d'hiver, elle est tellement ancrée dans notre culture et dans notre quotidien, qu'on remarque même plus qu'elle n'est pas issue de notre culture à nous, qu'elle est complètement dénaturée, elle aussi, de son aspect initial. Puisque, Noël, dans les traditions judéo-chrétiennes de base, c'est pas du tout ça. Du tout. Et la plupart des païens fêtent sans se poser de questions, Yule d'un côté, Noël de l'autre. Ils décorent un sapin, ils font des cadeaux, ils en reçoivent aussi, ils passent du temps avec leur famille, ils mangent des énormes repas avec du foie gras, de la dinde et compagnie, et ils vont regarder des films de Noël et des programmes de saison à la télé, et personne va aller leur dire qu'ils sont pas authentiques, qu'ils sont superficiels. Bon si, des fois à Noël on dit que c'est mercantile et commercial, mais globalement on attaque relativement peu. Du coup, pourquoi est-ce que ça, on le fait au sujet d'Halloween et de Samhain? Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas simplement qu'Halloween, comme Noël, comme Pâques aussi, on aurait pu prendre l'exemple de Pâques et d'Ostara, c'est une fête qui a évolué, qui nous a échappé en fait, et qui a transmuté, qui s'est transformée, et pas forcément en quelque chose de mieux que la version de départ. On va pas se mentir.
Parce que ces fêtes, oui, elles sont devenues commerciales. Oui, évidemment qu'elles sont devenues commerciales, puisque absolument tout aujourd'hui quasiment est commercial. On en oublie au passage pratiquement ce qu'on célèbre, on est trop occupé à consommer. Oui, les médias en disent n'importe quoi, c'est vrai. Et oui, les décorations en plastique, c'est moche, on est bien d'accord. Mais, est-ce que quelque part, on peut pas se dire aussi que c'est mieux que rien? Et que cette apparente frivolité, ce mercantilisme, euh, est-ce que ça fait vraiment de nous un mauvais païen, une mauvaise païenne, un mauvais, une mauvaise sorcière, si on sait vraiment ce que la fête signifie réellement? Vous avez 4 heures. Et ben moi, personnellement, voilà, je vais vous donner mon avis personnel, je ne crois pas. Je ne pense pas. Aujourd'hui, je suis intimement persuadée, je peux même dire que je suis convaincue, qu'on peut concilier les deux. À partir du moment où c'est fait en connaissance de cause. À partir du moment où on a ouvert les yeux, où on a déconstruit ce qu'il fallait, où on a l'esprit bien clair par rapport à la différence entre les deux, où on est lucide, du moment que ça nous fait plaisir et envie. Si vous avez envie de regarder Conjuring en mangeant de la réglisse dans un bol en plastique avec des motifs de toile d'araignée sous un plaid à citrouille, je n'ai rien à redire là-dessus. Et je ne pense pas que ça fasse de vous un mauvais sorcier ou une mauvaise sorcière. Le truc, c'est de savoir de quoi on parle. De savoir qui est qui et de démêler tout ça. D'être capable de discerner ce qui appartient à l'aspect contemporain de la fête, qu'on appellera, faute de mieux, Halloween, puisqu'elle est l'évolution actuelle de ce festival en particulier, et ce qui appartient à la sphère reconstructionniste historique du festival originel, donc qu'on pourrait appeler Samhain, et qu'on connaît bien, grâce à pas mal de sources archéologiques et textuelles, mais ça on l'avait vu dans la vidéo dont je vous ai parlé en début de celle-ci. C'est un petit peu l'équivalent du fait de faire coexister des panthéons mythologiques traditionnels avec des éléments de pop culture. Pourquoi pas invoquer une déesse guérisseuse, comme Hermide par exemple, en chantonnant l'incantation de la guérison qui vient de Réponse de Disney. À partir du moment où vous savez que cette incantation n'est pas du tout issue du culte original, quel est le mal en fait? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de moderniser les choses, de les rendre actuelles? Après tout, on nous répète en permanence dans nos pratiques qu'on n'est pas assez dans l'ici et dans le maintenant. On nous dit tout le temps qu'on est trop tourné vers l'avenir, vers les angoisses, qu'il faut qu'on profite de l'instant présent. Se tourner trop vers le passé, c'est aussi un problème. C'est aussi ne pas être dans l'instant présent. Alors sans vouloir évidemment tout moderniser et tout mettre à la sauce contemporaine, on a le droit d'aller piocher dans le passé, mais à partir du moment où on fait les choses consciemment et de manière honnête avec soi-même et les autres, parce que le seul danger, en fait, c'est ce qui rendait mon ami écossais aussi grinçant par rapport à ça, c'est l'ignorance. C'est le fait de tout mélanger et de croire que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est original. De croire que creuser des citrouilles, ça vient d'une tradition celtique, ce qui est complètement faux. Ça, on l'a vu, on en a parlé. Non, c'est quelque chose de très moderne, de contemporain même, puisqu'on est 18-19e siècle. Le danger, c'est de faire un amalgame entre les pratiques actuelles, donc les jack-o'-lanterns, le trick-or-treat, les films d'horreur, les déguisements, ce genre de choses, et les pratiques originelles celtes. Celtes, différence entre celte et celtique, vous vous souvenez? Et de faire un mélange de tout ça dans l'ignorance et surtout de le colporter autour de soi, parce que ça, vous allez le voir. Vous allez le voir dans les posts en ce moment, sur les réseaux sociaux, là, dans les jours même actuels et dans les jours à venir, vous allez voir qu'on va vous dire partout, que creuser des citrouilles, c'est une tradition celte. Alors on va peut-être vous mettre une nuance en vous disant oui, non, ils creusaient des navets parce qu'il n'y en avait pas, il n'y avait pas de citrouilles à l'époque celte. Ben non, pas du tout. Une année en magie, vous êtes là, vous savez que non, c'est pas celte de creuser des navets non plus. Ça peut éventuellement être celtique si on a envie, mais même pas, c'est plus folklore anglo-saxon. Et c'est ça en fait le problème. Le problème, c'est de se figurer que Halloween, depuis l'époque celtique, c'est rien de plus, l'époque celte même, c'est rien de plus qu'une fête costumée rigolote où on se fait peur en mangeant des cochonneries. Voilà. Et non, c'est pas le cas. Mais quand on sait
Quand on sait que c'est pas le cas, quand on sait que ce qu'on fait, ça fait partie d'une évolution contemporaine de la fête originale et qu'on connaît le déroulé et les éléments historiques réels de la fête originale, quel est le problème? Puisqu'il y a pas, ça reste une tradition. Même si c'est une tradition plus récente, ça reste quand même une tradition. Et c'est une tradition qui permet de faire survivre un concept, une idée. Même si c'est sous une forme différente et même si c'est quelquefois mal compris. Donc, je pense qu'on peut faire coexister le côté grand guignolesque d'Halloween, de l'Halloween contemporain, où on s'amuse, et le côté sacré du culte des anciens, du rassemblement, de l'entrée dans la saison sombre, que l'on retrouve dans les traditions celtes de Samhain. Je pense que concilier ces deux aspects n'a absolument rien d'impossible. Et surtout, rien d'illégitime non plus. Au contraire, je pense que ça peut plutôt être vu comme un challenge qui peut nous pousser à développer encore plus nos connaissances, à faire des recherches, sur l'une comme sur l'autre, que ce soit sur Samhain ou sur Halloween, parce que Halloween, mine de rien, ça date. Quand on vous dit 18e, 19e siècle, c'est pas hier non plus. Donc il faut quand même faire quelques petites recherches pour en connaître les origines, et c'est super intéressant. On peut avoir envie de lire des ouvrages spécialisés, des sources historiques et scientifiques pour se faire une idée de ses origines, de ce qui est attesté, de ce à quoi ça ressemble aujourd'hui et ce à quoi ça ressemblait hier, d'analyser tout ça, d'y poser un regard critique bien sûr, de recouper les informations et d'éviter du coup de tomber dans les amalgames et les clichés, de rester lucide par rapport à tout ça. Alors, vous allez me dire, ouais, mais enfin c'est quand même pas facile de démêler le vrai du faux, puisque, comme je vous le disais, là sur les réseaux, vous allez voir fleurir des choses absolument formidables à l'approche d'Halloween, moi qui me feraient bondir si j'étais capable de bondir, mais je n'ai aucune explosivité dans mes muscles inférieurs, mais vous avez compris. Et c'est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Alors, il y a quelques indices qui peuvent vous mener sur la voie. Déjà, si vous voyez le terme « les anciens ». Alors, c'est qui les anciens ? C'est qui ? Qui est-ce qu'on met dedans ? Est-ce que c'est Michel Drucker ? Est-ce que c'est Nabucodonosor ? On ne sait pas. Est-ce que c'est ma grand-mère ? Je sais pas. On ne sait pas. Les anciens, c'est très très vaste. On vous situe pas le peuple, ou on vous situe pas l'époque. Pareil, si on vous met de tout temps. Les hommes ont pensé que... Alors déjà de tout temps non, puisque déjà l'homme n'était pas là de tout temps, et ensuite depuis l'évolution humaine, l'homme n'écrivait pas forcément. Donc il y a des tas de choses qu'on ignore sur les croyances et les modes de pensée humaines avant l'invention de l'écriture. Rappelons que l'invention de l'écriture, c'est approximativement, dans ses balbutiements et pas partout, 6000 avant Jésus-Christ. On va dire que l'écriture s'est élaborée entre 6000 et 3000 avant Jésus-Christ. On date de bien plus que ça. On était là avant. Donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et puis il y a plein de choses qu'on n'a pas réussi à traduire dans tout ça, puis il y a plein de choses qu'on n'a pas découvert non plus. Donc on peut pas se dire qu'on sait comment les hommes fonctionnaient depuis 6000 avant Jésus-Christ. C'est un écueil complet. Donc, faut quand même démêler un petit peu tout ça. Donc si on vous met de tout temps les hommes, on pensait que les anciens faisaient comme si, ou si vous voyez des approximations historiques, même chose, si on vous dit les Celtes faisaient ça, non. Parce que les Celtes, on l'a déjà dit, on l'a déjà vu, c'est pas un peuple, c'est une ethnie, et qui s'étend sur un panel de temps super vaste, et ça va être plus compliqué. Cherchez plutôt, si on vous dit les Celtes irlandais, là vous pouvez avoir un petit peu plus de confiance parce que c'est relativement bien connu. Si on vous resitue par exemple en vous parlant du calendrier de Coligny, ou des choses que l'on sait, ou des notifications qu'on a dans les textes héroïques, et je vais pas y arriver. Le légendaire écrit irlandais, puisque c'est généralement celui qui nous reste, notamment Latan Vaucouli ou les Mabinogi. Oui, là vous pouvez avoir un petit peu plus confiance, même s'il faut quand même se méfier. Si on vous situe un peu plus exactement au niveau de la datation et au niveau du peuple en question, bon, c'est déjà un petit peu plus sérieux. Donc faut faire attention à ça. Et puis il faut faire attention aussi aux publications dans lesquelles vous allez voir des termes qui n'ont rien à faire ensemble. Par exemple, si on vous fait coexister ma préférée, je crois, de toutes et que je ne comprendrai jamais, les Celtes et les Vikings. Pour petit rappel,
après j'arrête de vous ennuyer avec ça, c'est l'instant rageuse. On va dater la fin de l'époque celte, vraiment la fin, c'est-à-dire le moment où l'Irlande a fini d'être évangélisée au IVe siècle. Mais vraiment, c'est la fin de la fin de la fin. En réalité, c'était moribond depuis bien plus longtemps que ça, et au niveau continental, ça a été avalé par la romanisation entre le 1er et le 3e siècle. Hein. Donc voilà. Pour rappel, l'ère viking, elle commence en 793, donc au 8e siècle. Il y a au mieux 400 ans d'écart. Voilà, je vous laisse ça là. Faites-en ce que vous voulez. Bref. Donc, faites attention à ça. Pareil, si on vous parle de chamanisme celtique, ou si vous voyez quelque part des mentions où on vous dit les druides faisaient ci, les druides faisaient... Oui, les druides, faut être plus précis. Quels druides ? Donc, faites attention à ça. Voyez un petit peu, si vous avez des termes fourre-tout volontairement vagues et bankable, on va pas se mentir, prenez ça avec prudence. Ça veut pas dire que tout est faux, mais prenez-le avec prudence quand même. Donc, essayez de voir ça. Préférez accorder de l'attention aux sources qui vont avoir l'honnêteté de parler de néopaganisme ou de néo-druidisme, parce que déjà, c'est une preuve de sérieux. Ils admettent qu'ils vont parler d'une version contemporaine, néo, et pas de la version originale. Ça, déjà, c'est une preuve d'humilité et d'un minimum d'honnêteté par rapport à ce qu'on présente. Et surtout, il va falloir accepter de remettre en question ce que vous pensiez savoir ou ce que vous pensiez connaître. De comprendre qu'une erreur ou un cliché ne va pas remettre toute votre foi en question. Non. Ou alors, dans ces cas-là, je suis vraiment nulle. Moi, je vous le dis, j'ai cru à des énormes clichés pendant assez longtemps, c'est normal, parce qu'on est biberonné dedans. J'ai dû les déconstruire. Ça n'a pas toujours été facile, mais ça fait pas de moi une mauvaise croyante. Ça fait de moi quelqu'un qui a cru à des choses qui n'étaient pas vraies, et ça nous arrive à tous et à toutes. Et c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de s'enfermer là-dedans et de refuser qu'on a pu faire une erreur. À partir du moment où on est ouvert à la possibilité de s'être trompé et qu'on est tout à fait disposé à revenir là-dessus, à déconstruire et à aller chercher plus loin, tout va bien. C'est même plutôt une preuve d'honnêteté, d'ouverture d'esprit et d'intelligence. Donc, accepter de déconstruire. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut essayer d'être lucide. Ça fait pas de vous des imbéciles, bien au contraire, ni des gens futiles. Et vous pouvez tout à fait concilier ce genre de choses. J'ai même envie de dire que c'est indispensable de déconstruire des choses. C'est un passage obligé. C'est pas confortable, c'est pas toujours agréable. Ça déclenche quelquefois un petit peu d'insécurité, mais c'est toujours intéressant de le faire. Et vous pouvez aussi accepter que tout ce qui fait partie de l'imagerie populaire d'Halloween, les costumes, les bonbons, eh ben c'est contemporain, et c'est pas l'original, mais ça remet pas en cause votre spiritualité. Et ça rend pas vos pratiques inefficaces. Puisque l'important, c'est nos fameux 4 piliers. J'en ai parlé par ici, si jamais ça vous intéresse. Osez vouloir savoir se taire. Oui, j'ai un chat sur les genoux, ça fait brrr, c'est normal. Osez vouloir savoir se taire, donc je vous disais. Et ce qui est le plus important ici, ça va être surtout savoir et vouloir. Donc, repartir sur des connaissances saines et la volonté. Ça va faire qu'accroître votre érudition, votre lucidité, tout en aiguisant un petit peu votre esprit critique. C'est plutôt pas mal. Donc, ne vous culpabilisez pas si vous avez envie de futilité à l'occasion d'Halloween, si vous avez envie de décorer votre maison avec des citrouilles en plastique, des cotillons, des fausses toiles d'araignée, mais qu'à côté de ça, vous avez aussi envie de faire un souper silencieux et de faire des offrandes à vos défunts. L'un n'empêche pas l'autre à partir du moment où vous le faites en conscience. Et surtout, n'allez pas critiquer les croyances et les pratiques des autres, parce qu'elles diffèrent des vôtres. Parce que c'est toujours bien de s'aimer les uns les autres, non ? Et de se respecter surtout, et parce qu'on est dans le domaine de la croyance. Ça, je ne cesse de le répéter, la croyance, c'est quelque chose qui nous appartient à nous, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Et c'est pas parce que quelqu'un croit en des choses différentes de vous qu'il a raison ou qu'il a tort. Ça remet pas en cause ce que vous croyez, bien au contraire. Il faut accepter que différentes croyances puissent coexister et cohabiter sans chercher forcément à convaincre l'autre que c'est vous qui avez raison. Donc soyez bienveillants et bienveillantes les uns et les unes avec les autres, et puis mangez des bonbons parce que zut après tout. Et puis la citrouille, parce que la citrouille c'est bon. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Comme je vous l'ai dit, c'est un sujet dont on avait déjà un petit peu parlé sur Une année en magie, beaucoup plus en détail au sujet d'Halloween l'année dernière. On va beaucoup plus en profondeur, bien entendu, sur ce genre de sujet parce que le format le permet. Je vous rappelle qu'Une année en magie, c'est une publication mensuelle qui vous donne accès à un livret d'une centaine de pages avec différentes catégories, différentes thématiques tous les mois, dont beaucoup de thématiques de saison, pour vous accompagner en fait dans votre magie au quotidien et vous aider à construire une pratique qui vous ressemble justement, qui intègre vos croyances à vous et pas celles du voisin. Ça me paraît plutôt pertinent d'opérer dans ce sens-là. Et pour certains abonnements, vous avez jusqu'à 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de mois tous les mois. Vous allez vous lasser à force, je le sais très bien. Bref, si vous voulez me soutenir, c'est la meilleure façon de faire, mais vous pouvez aussi le faire en me laissant un petit pourboire sur Ko-fi ou tout simplement en mettant un j'aime, un commentaire à cette vidéo et surtout en la partageant sur vos réseaux sociaux parce que ce sont les partages qui boostent le plus l'algorithme et c'est ce qui aide à plus de visibilité et donc à produire plus de contenu gratuit sur la chaîne. Et puis en plus, ça aide. Ça aide pour cette petite chose-là. Ça lui paye une croquette. Hein? Ça te paye des croquettes? Tu dis bonjour? Voilà, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et soyez un chatou mou et restez magique. Bye!